Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. C'est aujourd'hui une des chanteuses préférées de pas mal de Music Feelings lovers. Je sais que certains l'ont dans le cœur, je sais que certains ont une pensée particulière pour elle. Et aujourd'hui donc, Aaliyah, l'une des 3 mini princesses du R&B des années 90. Parce que bien sûr elles sont 3 avec Brandy et Monica. L'une d'elles aurait eu 42 ans. Mais l'histoire en a voulu autrement. Vous savez que Aaliyah est décédée en août 2001. Ça fait exactement 20 ans aujourd'hui. Je me souviens encore très bien du moment où j'ai appris le décès d'Aaliyah. Parce que j'étais en vacances chez des cousins. C'était une de mes chanteuses préférées de l'époque. J'avais son premier album en CD, le CD de Try Again. Les autres, j'avais ça en piraté. J'étais tellement choqué. Et on se souvient tous que les infos passaient en boucle l'annonce de son décès. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, le décès d'Aaliyah a été plus ou moins la première rencontre avec la mort en fait. Parce qu'avant, on avait nos stars, on les voyait, elles étaient plus ou moins toutes puissantes, on était encore tout petits, et d'un coup, elle s'est éteinte brutalement, en pleine promo. Essayez de me dire dans les commentaires, avant le début de cette vidéo, si vous vous rappelez où vous étiez le jour où Aaliyah est morte, comment vous avez vécu son décès, est-ce que c'était un traumatisme, est-ce que vous l'avez appris sur Skyrock, sur MTV. Dites-moi un peu comment vous êtes senti quand vous avez appris que Aaliyah était décédée. Engines to fail. For those who knew Aaliyah, no explanation will ever ease the pain of their loss. Chère Aaliyah, je n'ai jamais perdu un ami, un amant ou alors un parent. Mais ce jour, jusqu'à la fin de ma vie, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens de l'annonce de ton décès et ça m'a touché comme un coup de poing de Mohamed Ali en plein cœur. J'étais écrasé. Non seulement j'étais ton plus grand fan, mais j'étais aussi profondément amoureux de toi. J'adorais la façon dont tu te comportais, dont tu t'habillais, dont tu chantais, et j'aimais jusqu'à tes relations dans la musique. Et ça, ce petit passage, c'est Drake qui parle d'Aaliyah. Il parle de ce fameux jour d'août 2001 où beaucoup de fans de R&B se sont sentis touchés dans leur chair. Et surtout, je continue de dire qu'il y a un rapport dans une certaine génération à la mort que Aaliyah nous a fait découvrir en fait. Ça ne veut pas dire que cette génération-là n'avait jamais vécu la mort. Mais voir comme ça quelqu'un, une chanteuse dont il se sentait proche, décédée de façon aussi brutale, ça a marqué les esprits. Ça a aussi plus profondément marqué ce rappeur qui explique quelle est sa plus grande inspiration musicale. Aaliyah, that's my homegirl. Love her to death, man. Inspired me and shit. Ça a commencé comme ça, avec des témoignages d'amour, des témoignages de passion, des témoignages d'admiration. Et à l'époque, au début de la carrière de Drake, je dois avouer à titre personnel, mais je pense que nous sommes nombreux à s'être intéressés à Drake parce qu'il parlait effectivement beaucoup d'Aaliyah et que d'un coup, nous nous sommes sentis plus ou moins proches de lui. Ça faisait plaisir de voir un artiste jeune comme ça rendre autant hommage à une chanteuse que nous avions profondément aimée. Donc de fait, il a attiré une certaine sympathie au début et plus le temps a passé, plus les gens commençaient à se dire que mais en fait... il abuse un peu en fait. Non, on a tous aimé Aaliyah, mais il va peut-être un peu trop loin. Est-ce que tout dans sa tête la tient bien? Est-ce qu'il n'est pas un peu en train de lier une relation un peu nécrophile? Et d'un coup, il s'est mis à être attaqué là-dessus. C'est-à-dire qu'au début de la carrière de Drake, il parlait beaucoup d'Aaliyah. Et vous avez dû voir que depuis, il en parle beaucoup moins. Parce que c'est devenu une espèce de truc de sa carrière un peu sombre, alors qu'au début, c'était très ouvert. Et surtout, ça a été cristallisé par le moment où il a décidé de sortir l'album posthume d'Aaliyah qui a divisé énormément de monde. Et le premier single, c'était donc un duo entre lui et Aaliyah qui s'appelait Enough Said. Yo, what's up? Et c'est peut-être ça qui a tout changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu 2 camps. Il y a eu le camp de ceux qui ont dit « Oui, c'est un fan, laissez-le faire, il a une certaine popularité, il va faire en sorte que Aaliyah soit découverte par plein de jeunes. » Et il y a ceux qui ont dit « Mais c'est un malade mental, c'est un nécrophile, il ne la connaît pas, il faut absolument qu'il la laisse tranquille, qu'il laisse son héritage tranquille. » Et parmi les personnes qui se sont exprimées dans cette mouvance-là, on a bien sûr eu des gens qui connaissaient bien Aaliyah comme DMX. You didn't even know that you were in middle school. You fucking piece of shit. You piece of shit. Like, what the fuck gives you the fucking right? Ici Elliott. Respect her family. She has a mother, she has a brother, she has a father that she's very close with. And until they come and say, we're ready to do an Aaliyah album, then I don't really want to, step over and try to get into that because it's very sensitive, Et aussi, bien sûr, Timbaland qui n'avait pas été appelé sur le projet. Dans cette vidéo, on essaie de savoir pourquoi, comment. J'ai pas envie de vous dire de liker, de commenter, de partager dans cette vidéo. Dites-moi juste quelle est votre chanson préférée d'Aaliyah parce que moi, une des chansons d'Aaliyah que j'adore et que j'écoute énormément, c'est I Refuse. This is where I've got to draw the line.
'Cause I refuse to let you think you could play with my mind. Dites-moi la vôtre. Et c'est le début de la vidéo quoi. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça a commencé avec des déclarations d'affection. C'est-à-dire que Drake est un jeune rappeur et tout de suite quand il pose, à chaque fois il fait des références à son idole. L'une des premières références qu'il fait, c'est sur le titre Bedrock. Vous entendez ça? Qui est une référence au titre Are You That Somebody de Aaliyah qui sort en 1998. La chorégraphie est absolument dantesque, c'est un de ses meilleurs clips, ça donnait ça. Il faut savoir que si un jour nous fêtons mon anniversaire ensemble, peut-être après le Covid, là, si on se réunit un jour et on fête mon anniversaire ensemble, bon, en fait, il faudra qu'on refasse la chorégraphie là parce que c'est une des traditions de mon anniversaire en fait. Il faut essayer de refaire la petite choré, je la remets. Ensuite, toujours dans le même esprit, sur le premier album de Drake, Thank Me Later, il y a un titre qui s'appelle Unforgettable. Et dans ce titre qui s'appelle Unforgettable, où il est accompagné par Young Jeezy, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez un sample d'Aaliyah, c'est ça la chanson originale. Et ça sample la reprise d'Aaliyah des Issei Brothers, produite par R. Kelly, At Your Best, et ça donne ça. Maintenant, Drake travaille notamment avec Noah Shebib à l'époque et il faut savoir une chose sur Drake, c'est que Drake a établi un son. La plupart des gens parlent de Drake comme s'il n'était qu'un chanteur pop mainstream. Pas du tout. L'une des forces de Drake, c'est qu'il va établir une identité sonore. Il va être aidé par ça, par Noah Shebib. Et dans cette identité sonore, dont je parlerai très certainement dans une vidéo sur la carrière de Drake, l'une des choses les plus importantes, c'est que les deux s'inspirent énormément du style de Static Major. Vous savez, cette espèce de R&B un peu sombre. J'ai fait une vidéo sur ça, très harmonisé. Bah en fait vous retrouvez pas mal d'influences de ça chez Drake, comme sur le titre Marvin's Room. Et c'était donc l'un des paroliers qui a façonné la deuxième partie de la carrière d'Aaliyah. C'est-à-dire qu'au-delà effectivement des petits samples, il y a une influence réelle du duo Aaliyah Static Major dans la musique de Drake à l'époque. C'est connu, c'est assumé. Et bien sûr, quand il va avoir un peu de visibilité en août 2010, il va lui faire une grande déclaration d'amour sur les réseaux sociaux. Chère Dana. Dana, c'est l'autre prénom d'Aaliyah. Donc en ne disant pas Aaliyah, il implique une certaine proximité parce que certains artistes n'aiment pas qu'en privé, on les appelle par leur nom de scène. Donc quand il dit chère Dana, c'est pour impliquer une certaine proximité avec Aaliyah en fait. Donc il l'appelle par son autre prénom pour dire que bon, je te connais plutôt bien, on a fait la cantine ensemble. Pour renforcer le lien du message, je n'ai jamais perdu une amante, un ami ou alors un parent. Mais ce jour, je ne l'oublierai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Je me souviens d'avoir reçu l'annonce de ton décès et elle m'a touché comme un coup de poing de Mohamed Ali en plein cœur. J'étais écrasé. Non seulement j'étais l'un de tes plus grands fans, mais j'étais aussi profondément amoureux de toi. J'adorais la manière dont tu te comportais, dont tu t'habillais, la confiance avec laquelle tu exprimais ta passion et bien sûr tes relations dans la musique. Je m'étais dit que même si nous ne nous rencontrions jamais, je voulais une femme dans ma vie exactement comme toi. Je suis peiné que nous n'ayons jamais eu la chance de vraiment nous rencontrer maintenant que je fais carrière dans la musique. Mais tu devrais savoir que nous t'écoutons tous les jours. Nous écoutons tous les jours ta musique et tout ce que tu as donné de merveilleux à ce monde. J'espère qu'ici-bas, je ferai les bons choix de vie afin de me retrouver au paradis, là où je sais que tu reposes actuellement. Je continuerai de faire de la musique en ton honneur jusqu'au jour où nous nous rencontrerons enfin. Le dîner est pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Drake. Ce message ne va pas tout de suite faire jumper les foules. Certains vont voir ça d'un bon oeil, c'est un nouvel artiste, il aime Aaliyah, pourquoi pas. D'autres quand même vont avoir de la réserve, des Indiari vont dire que mais c'est quand même un peu particulier. Nous on connaissait Aaliyah mais on n'aimait pas Aaliyah à ce stade en fait. Donc il va quand même y avoir à partir de ce moment-là certains, même si c'est une petite minorité, qui vont commencer à dire mais c'est quand même un peu bizarre, est-ce que c'est pas un petit nécrophile ce gars-là, qu'est-ce qui se passe avec lui, est-ce qu'il va même très bien dans sa tête. Mais globalement l'accueil va très bien se faire. Je vous ai dit que c'est à cette époque-là notamment que moi aussi je me suis intéressé plus particulièrement à Drake. Et quelques mois plus tard, il va faire une interview où il va assumer, c'était au moment de la sortie de Take Care, il va assumer son grand amour pour Aaliyah. I feel like I wrote that letter to her. I just don't feel like it was a year ago. Aaliyah has had probably the most impact on my
career. She just made phenomenal music and she was beautiful. And, you know, she was a girl that I fell in love with early in my life. You know, I feel like if she was still here, I would probably like be pursuing her in a major way, you know. Et dans l'album Take Care, où je vous explique que le son est déjà très inspiré du son de Static Major qui travaillait donc pour Aaliyah, il va continuer sur le titre We Will Be Fine, où il va dire ceci en parlant d'Aaliyah. Depuis que j'ai vu la précieuse vie d'Aaliyah partir trop tôt, elle mérite du crédit pour la manière dont je suis en train de monter. Mais ce n'est pas la seule référence à Aaliyah dans l'album. Dans la chanson de Real Her, la vraie elle du même album, il sample le flow d'Aaliyah sur la chanson I Don't Wanna et ça donne ça. Là, il va commencer à y avoir deux camps. Certains vont dire qu'il surfe trop sur l'affection d'Aaliyah pour avoir l'affection des fans de R&B. Et d'autres vont dire que non, c'est normal, c'est son artiste préféré. Il a le droit de l'assembler, de parler d'elle, de montrer son affection et son inspiration par elle et pour elle. Donc, il va y avoir encore une fois deux camps. Et ces deux camps vont commencer à être départagés en août 2011. Parce qu'en août 2011, Drake va faire un tweet. Il va dire « Reste en paix, baby girl », donc le nom d'Aaliyah, dans mes oreilles à chaque show, me conseillant vers le prochain move que je devrais faire à chaque fois, je t'aime. Ce tweet aussi passe plutôt bien, sauf qu'il va commencer à faire la transition supérieure. C'est-à-dire qu'il va imager son propre tweet et il va commencer à avoir une oreillette avec l'image d'Aaliyah à plusieurs de ses shows. C'est-à-dire qu'il va faire ses shows, ses concerts comme d'habitude et à son oreille, il y a une image d'Aaliyah. Ça va commencer à interpeller. Ensuite, il va y avoir la même année le fameux tatouage d'Aaliyah sur son dos. Il va faire un post sur Instagram pour montrer qu'il s'est tatoué Aaliyah, en plus de parler d'elle tout le temps et d'avoir son oreillette pendant qu'il fait ses shows et ses concerts. Et là, les gens vont commencer à dire que bon, le gars là, il abuse quand même un peu avec Aaliyah. Et il va donc y avoir un jour très banal de 2012 où il va faire un post qui paraissait plutôt simple. Ce post là, c'est qu'il va reprendre une photo de ses fans. À savoir que ses fans vont faire des montages entre lui et Aaliyah. Et lui, il va donc reprendre un de ces montages là, Drake et Aaliyah, comme s'ils étaient amis, comme s'ils se connaissaient. Il va reposter la photo sur Instagram en disant I love you. Et ça va créer une crise sur les réseaux sociaux qui va faire en sorte qu'ils soient obligés de supprimer. C'est-à-dire qu'une partie des fans d'Aaliyah et des fans de R&B va dire que Drake exagère, qu'il commence à abuser de son image, qu'elle n'aurait pas aimé sa musique et que d'ailleurs ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de l'admiration, mais que c'est une obsession malsaine, voire totalement nécrophile. Ils vont aller jusqu'à chercher dans l'historique des relations de Drake et ils vont dire que, rappelez-vous, il sortait avec Kesha Chanté. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une chanteuse de R&B canadienne. Between me and you, I feel a chemistry. Won't let no one come and take your place. Cause the love you give can't be replaced. Et là, vous me dites, oui, c'est normal, il sortait avec elle, elle a l'air plutôt jolie. En fait, la particularité de Kesha Chanté, c'est qu'elle arrive en 2003-2004 et qu'elle est vendue comme la nouvelle Aaliyah sur la scène R&B canadienne et sur la scène R&B américaine. Pourquoi? Parce qu'elle lui ressemble beaucoup selon les gens. Et donc, en fait, pour beaucoup de gens, c'était Kesha Chanté qui devait jouer le premier biopic d'Aaliyah, en fait. Elle est vraiment connue pour ça. Elle est connue pour être la meuf canadienne qui ressemblait à Aaliyah. Et quand Aaliyah est décédée, pendant plusieurs années, nous savions plus ou moins tous que Kesha Chanté allait être la fille qui allait jouer dans le biopic d'Aaliyah. The 20-year-old has been offered the lead role in a biopic based on the life and tragic death of singer Aaliyah, who died in a plane crash. Donc ils ont fait un lien en disant que regardez, il est même capable d'aller sortir avec des filles qui ressemblent à Aaliyah juste parce qu'elles ressemblent à Aaliyah ou qu'elles vont jouer Aaliyah. Ça veut dire qu'il a un vrai problème psychologique. Nous ne voulons plus qu'il fasse ce lien là. Et Drake pour la première fois va tellement être acculé sur les réseaux sociaux qu'il va être obligé de supprimer la photo de lui et de son amour parce que c'est ce qui a été écrit en fait. Il va être obligé de dégager cette photo là et pendant un certain moment on va se dire que bon, c'est passé, laissez-le tranquille. Sauf que quelques semaines après, il va commencer à dire qu'il prépare un album avec Aaliyah. And Aaliyah is very special, even on your earpiece. Yes, yeah, definitely. Interesting. Yeah, definitely. Some great Aaliyah news coming soon too. You know, so some special things. You know, some lost tapes. Just some special things, you know. La situation va vous paraître bizarre, sauf pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur Static Major et celle sur Jojo. Ali a été signé sur le label Blackground Records, dirigé par son oncle qui était aussi ancien manager de R. Kelly. À savoir donc que ce monsieur a une mauvaise réputation dans le game et à cette période-là, il est vraiment dans le down. À savoir que Blackground Records n'a quasiment plus de bureau, il ne sait plus quoi faire. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a les bandes d'Aaliyah. Pourquoi? Parce que c'était son artiste et que c'était posé sur son label. Donc il se dit, il y a cet artiste-là mainstream qui est très populaire,
qui adore Aaliyah, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, je vais le laisser utiliser toutes les bandes d'Aaliyah que j'ai. Donc Drake et lui vont commencer à collaborer ensemble et il va dire à Drake, j'ai plein de démos d'Aaliyah, prends tout là. Non mais Aaliyah c'est partout en fait, depuis qu'elle a 11 ans j'ai des chansons de Aaliyah, donc prends tout, remixe ça comme tu veux, on va sortir ça, toi tu vas avoir l'album que tu veux avec ton idole, mais surtout moi je vais renflouer les caisses du label. C'est comme ça plus ou moins que Barry Hankerson voit son deal avec Drake. Drake c'est le fan qui se dit putain de merde, moi mon idole, la femme de ma vie, je vais avoir toutes ces chansons, je vais remixer et je vais montrer que je suis vraiment le patron du game. Donc il est engagé dans le projet, il appelle Noah Shebib et les deux commencent à travailler sur les fameuses démos d'Aaliyah. Le problème qui se pose et que Drake n'a pas perçu dès le départ, c'est que effectivement la famille d'Aaliyah, à savoir son frère et sa mère, n'ont pas leur mot à dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les droits à ce moment précis là sur les bandes d'Aaliyah. Le seul qui a les droits c'est Barry Hankerson, le président du label, qui est donc le frère de la mère, mais qui ne s'entend plus du tout avec elle. Donc de base on n'a pas à les contacter. Sauf que plus le projet avance, plus quand même les fans vont taper à la porte du frère et de la mère. Et les deux disent que nous on n'est même pas au courant que Aaliyah va sortir un album bientôt. Nous on connaît Aaliyah du cimetière, mais Aaliyah qui sort des albums en 2012 avec un rappeur canadien, on ne connaît pas. Ça ne va pas empêcher Drake de sortir la fameuse chanson qui était prévue comme premier single et qui s'appelait Enough Said. Yo, what's up? À la base, c'est un titre qui s'appelle Alone in Love, qu'ils vont retravailler pour donner cette version de 2012 et elle va partager énormément de monde. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous un avis sur cette chanson qui sort donc en 2012 et certains trouvent que c'est pas mal, d'autres adorent, d'autres trouvent que c'est absolument une abomination. Ils trouvent que c'est une abomination musicale et ils trouvent aussi que c'est un manque de respect par rapport à la carrière d'Aaliyah et à la famille d'Aaliyah. Moi, de mon côté, je dois vous avouer qu'au début, j'aimais pas trop le titre. À force d'écoute, j'ai commencé à l'apprécier, mais une chose qui m'a frappé dès la première écoute, c'est ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo en fait. Vous entendez tout de suite que Noah Shebib est vraiment inspiré par le son des Static Major parce qu'au niveau de la production, il y a une ligne directrice qui est assez claire et qui se ressent. On voit bien l'influence entre les deux univers qui était déjà présente dans Take Care. Les radios américaines vont commencer à jouer la chanson au début parce que c'est Drake, mais quand ils vont se rendre compte qu'il y a une polémique et que beaucoup de fans d'Aaliyah ne veulent absolument pas que le titre devienne un succès, ils vont eux-mêmes se restreindre, ils vont freiner et la polémique va commencer. La polémique va commencer d'abord parce que la famille d'Aaliyah n'a rien entendu. Ils ne sont pas au courant que c'est sorti. Bien sûr, c'est l'oncle d'Aaliyah qui fait sortir ça, mais l'autre côté de la famille, à savoir son frère et sa mère, n'étaient pas du tout au courant que Aaliyah allait sortir un album. Donc déjà, il y a un choc et pour beaucoup, c'est un manque de respect. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vont se sentir choquées, voire lésées de voir ce qui se passe, à savoir les collaborateurs fréquents d'Aaliyah. L'un des premiers, c'est bien sûr DMX qui va dire que mais c'est n'importe quoi, parce que hormis les posts Instagram et les photos montage, il ne la connaît absolument pas. You didn't even know that you were in middle school. You fucking piece of shit. You piece of shit. Like, what the fuck gives you the fucking right? Mais Black Ground Records voulait l'argent. Donc ils ont continué à faire leur promo. Ils ont annoncé que l'album arrivait. On allait avoir 16 chansons inédites d'Aaliyah. 16 nouvelles chansons produites par Drake et Noah Shebib. Ils s'étaient dit c'est clair que si c'est les producteurs à la mode, le rappeur à la mode, ça va bien marcher. Donc on s'assure le minimum de succès pour le projet. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu non plus que Missy Elliott et Timbaland, d'autres collaborateurs et proches d'Aaliyah, allaient aller à la radio pour dire que mais en fait, nous on ne comprend pas ce qui se passe. Nous-mêmes, nous avons des chansons d'Aaliyah, on nous a rien demandé. Nous connaissions Aaliyah, Drake ne connaissait pas Aaliyah. Comment on peut faire un projet d'Aaliyah sans les gens qui l'ont réellement connu? Ça, c'est ce que Timbaland et Missy Elliott vont déclarer dans plusieurs interviews radio. The proper way to do that would be for me, him, and Missy to be all on the record. I produce it. I produce, but to put on this album or to put it on his record or whatever, however it be, it would just not be right. How could he do that without coming to you or Missy? Well, you can do anything in this world, like, because I don't own Aaliyah rights. That's just my baby sister. Right. Ça va commencer à devenir tellement négatif que lui-même Drake va commencer à comprendre qu'il faut qu'il parte. Parce que les attaques vont devenir sur lui, sur le fait qu'il est complètement malade, obsédé, nécrophile. Il va y avoir beaucoup de choses venant de ce truc d'Aaliyah, de gens pas contents qu'il touche à la legacy d'Aaliyah, pas contents qu'il touche à l'héritage d'Aaliyah. On ne le trouvait pas méritant. Donc lui-même va dire à Black Ground Records, les 15 autres chansons ne vont pas sortir, on arrête les frais. Barry Hankerson va réussir à refourguer une autre démo d'Aaliyah à Chris Brown dans le même temps, c'était ça.
Mais la réaction entre les deux chansons, même si certains vont être un peu fâchés contre Chris Brown, ne va pas être la même parce que Drake avait tissé tout ce truc autour d'Aaliyah, vraiment c'est ma personne, je l'aime et tout. Et les gens ont commencé à trouver ça malsain, donc ils ont tapé beaucoup plus dur sur lui. En plus, lui voulait sortir tout un album, donc de fait tout va être annulé parce que même son équipe va vouloir protéger son image. Et dès 2013, on va cesser de reparler du projet d'Aaliyah. En 2014, c'est Noah Shebib qui va faire une interview à Vibe Magazine et dans cette interview, on va lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'album d'Aaliyah, et lui-même va dire ceci: le monde a réagi de manière tellement négative à l'implication de Drake dans le projet d'Aaliyah que moi-même je ne voulais plus rien avoir à faire avec. Je me sentais hyper mal à l'aise, je n'ai pas aimé ce que ça renvoyait, et quand la mère a dit qu'elle ne voulait absolument pas que ce projet sorte, je me suis totalement retiré. En fait, lui et ses équipes vont comprendre quelque chose de très clair. Si Drake n'avait pas laissé tomber Aaliyah en 2013-2012, c'est Aaliyah qui aurait fait tomber Drake, tellement l'implication qu'il avait mis au début semblait malsaine pour certains, et surtout s'il avait continué avec ce projet, en fait la haine autour du personnage aurait été tellement forte que ça aurait commencé à atteindre sa propre popularité. C'est donc comme ça qu'ils se sont retirés, même si paradoxalement, il aime toujours beaucoup Aaliyah. Mais vous avez dû voir qu'il ne parle plus du tout d'elle comme il en parlait au début en fait. Après ce coup-là, il a commencé à être beaucoup moins expressif sur Aaliyah. D'ailleurs, des fois, il évite des questions sur elle parce que c'est devenu un peu un point mort de sa carrière. En 2016, il y a eu un leak qui est donc une chanson qu'il a dû enregistrer à cette période-là. C'est un titre entre Static Major, Drake et Aaliyah. Je vous ai dit que c'est vraiment ses idoles et ça donne ça, Talk is Cheap. Un titre que pour ma part j'aime beaucoup, c'est plutôt réussi dans le genre, la manière dont ils mélangent leur voix et les deux styles. Mais encore une fois, vous avez dû voir que l'équipe de Drake, ils sont restés très calmes par rapport à ce titre là. En 2011, il aurait été en mode vraiment, voyez mon truc avec Aaliyah, depuis c'est devenu le silence. Même si sur l'album Scorpion, il n'a pas pu s'empêcher, il fait une petite référence sur le titre Is There More, il fait rechanter More Than a Woman. Ça c'est vraiment parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, c'est le fan qui a parlé, il s'est dit faut vraiment que je rajoute cette petite touche, mais il n'a pas recontacté Barry Hankerson en fait, il n'a pas fait rechanter Aaliyah, il essaie au maximum effectivement d'avoir cet apport, mais de ne plus être en lien comme au début parce qu'il a bien compris encore une fois que s'il avait un peu trop poussé, il avait continué à poster ses montages photos de lui et de Aaliyah et lui faire de grandes déclarations, ça aurait peut-être continué comme ça avait commencé en 2012-2013 à briser une partie de son image. C'est-à-dire que même Noah Shebib a compris que la réaction était tellement négative, les avis étaient tellement violents vis-à-vis de lui que c'était mieux pour lui qu'il se calme et qu'il se recentre sur sa carrière. Maintenant, avec le recul et sachant que la famille d'Aaliyah estime avoir une entente, c'est-à-dire que peut-être qu'on aura ces chansons en streaming dans les jours à venir, ou alors peut-être qu'on les aura aujourd'hui, enfin, il y aura les chansons d'Aaliyah sur internet. Peut-être que du coup ils vont faire un album et les gens se demandent qui va faire un album en fait. Parce qu'effectivement, Timbaland et Missy ont dit oui, venez vers nous, nous avons les démos d'Aaliyah. Et il se trouve qu'ils ont aussi un peu déçu en fait. Parce que Timbaland avait fait une opposition qui semblait légitime, même si elle n'est pas tout à fait réelle. Mais ça vous allez comprendre si vous abonnez à la chaîne et quand on fera d'autres vidéos sur Timbaland. Il avait pris le parti de dire je connais le mieux Aaliyah, j'ai produit Aaliyah, elle aurait voulu, et ça c'est très important, que ce soit moi qui porte son œuvre, donc c'est à moi de sortir les chansons. Et il a donc ressorti une démo qui s'appelait Quick 18, ça donnait ça. Et le problème qui s'est posé, c'est simple. Certes, c'est donc un titre de Timbaland et d'Aaliyah, qui sort donc en 2015. Mais il n'est pas forcément mieux ou plus réussi que les titres de Drake et de Aaliyah en fait. C'est-à-dire que peut-être même on peut trouver artistiquement qu'il y avait plus d'élan dans la manière dont Noah Shebib a rangé les voix d'Aaliyah que de la manière dont Timbaland nous a ressorti sa démo en fait. Et ce truc-là, ça a commencé à faire mal, ça a commencé à partager. D'ailleurs, depuis ça, certains disent ne sortez même plus de chansons d'Aaliyah, laissez Aaliyah tranquille, elle a ses 3 albums. D'autres disent non, on attend un vrai album de Aaliyah, produit par Timbaland et Missy. Mais il faut bien comprendre que l'exercice ne sera pas facile en fait, parce que même si effectivement on a connu Aaliyah, même si effectivement on était très proche d'elle, produire un album d'une star décédée 20 ans après, c'est toujours extrêmement compliqué. On le voit par exemple avec les albums posthumes de Michael Jackson et de plein d'autres célébrités. C'est plus facile pour quelqu'un comme Prince, qui a un style absolument défini, mais pour pas mal d'artistes mainstream, et dans le cas présent une chanteuse de R&B qui n'écrivait pas beaucoup, qui ne composait pas et qui ne produisait pas. Donc de fait elle est souvent à la merci des producteurs et de leur vision, et elle n'est pas là elle-même en studio. Ça peut être un exercice extrêmement compliqué de contenter tous les fans 20 ans après son décès. Mais que pensez-vous
tout ça? Parce que nous arrivons donc à la fin de cette petite histoire sur l'obsession de Drake pour Aaliyah et pourquoi l'album d'Aaliyah produit par Drake n'est jamais sorti. Mais quelle est votre position, ou quelle était votre position? Parce que peut-être que votre position a évolué. Est-ce que vous pensez vraiment que Drake était totalement fou, qu'il fallait qu'il arrête sa folie autour de cette fille? Est-ce que vous étiez plutôt indulgent envers lui en vous disant c'est un fan, laissez-le faire ce qu'il a envie de faire? Quelle était votre position à l'époque? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous avez détesté la chanson de Aaliyah et de Drake quand elle est sortie? Ou est-ce que vous avez trouvé ça plutôt cool? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez un album posthume d'Aaliyah? Ou alors est-ce que vous n'en voulez pas? Très honnêtement, même moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Parce que même si c'est Missy et Timbaland, je n'ai pas du tout aimé Quick 18 en fait. Donc je me dis que s'il y en a d'autres comme ça, autant qu'ils les gardent. C'est une question compliquée. Dites-moi ce que vous en pensez pour le moment dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi comment vous avez vécu son décès. Je vous ai dit que ça a été un traumatisme pour moi et je pense que au-delà de son impact artistique, de sa beauté et de ce qu'elle a pu faire dans sa carrière, il y a un rapport assez particulier qu'a une certaine génération à sa mort. Parce que c'était quelque chose de très brutal et je pense que pour beaucoup, encore une fois, on a été familiarisé avec le décès suite à la mort d'Aaliyah. Et c'est une des choses qui, jusqu'aujourd'hui, continue d'entretenir le mythe autour d'elle. Alors, mérité? Pas mérité? Ça, ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, Aaliyah aurait eu 42 ans. Que pensez-vous d'elle? Que pensez-vous de cette petite histoire, de ce rapport qu'a Drake avec elle? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.